Tu es chef, ton métier, c'est d'être chef, mais c'est aussi eh bien d'aider tous tes amis, restaurateurs, clients, à aller vers ce projet de refaire une cuisine, de refaire un restaurant, parce que ça prend du temps, ça a des étapes très précises. On n'invente pas n'importe quoi pour faire n'importe quoi. Et surtout, c'est peut-être une des clés qu'on va voir ensemble. Il faut anticiper, Laurent. Oui, ce qui est très important, c'est l'audit avant. C'est-à-dire vers quoi on veut aller. Euh, il y a des bureaux d'études, on est chez Marc Grandmougin à côté de moi, qui connaissent très très bien l'architecture, les lois, etc. Moi, je suis plutôt spécialisé dans la grande hôtellerie et la gastronomie. Et comme tout grand flemmard, j'ai beaucoup travaillé pour m'économiser des pas et du temps. Économiser des pas et du temps, c'est une organisation de la cuisine avec des postes qui doivent être prédéfinis. Ça veut dire que si le gars qui me dit ouais je veux ouvrir un restaurant, mais bon, on ne peut pas faire une cuisine. Et on ne fait pas une cuisine dans le sud comme dans un restaurant de poisson ou autre. En même temps, dans la définition des équipements, c'est un appareil pourquoi faire. Si en face du pourquoi faire, on ne sait pas y répondre, c'est qu'on n'a pas besoin de cet appareil. Voilà. Et une de mes spécialités, parce que j'ai la double casquette conception et chef, c'est que je vais dessiner une cuisine pour me projeter dedans, mais une fois qu'elle est installée, je vais moi-même faire la mise en route et assumer ma conception. Et surtout, quand on parle de cuisine, on oublie tout le temps les offices, la laverie, et tout ce qui est en amont. On voit toujours ce qui est beau, le fourneau, la préparation froide, mais pensez qu'un plongeur, et après il pourra en parler, quand vous voyez combien coûte la vaisselle, une laverie mal organisée, c'est de la casse. Un plongeur, il lui passe entre 40 et 50 000 euros de vaisselle tous les jours dans les mains. Ça permet de réfléchir à savoir comment on fait une laverie. En cuisine, on arrive toujours comment dire, il faut réduire les mètres carrés. Si je réduis mes mètres carrés, c'est 10, 15, 20 mètres carrés de plus pour la salle. Donc c'est un centre de profit parce que je mets une, deux ou trois tables de plus. Mais c'est pas réduire pour réduire, c'est réduire. À ce moment-là, il faut des équipements performants. Et c'est pour ça que nous sommes aussi ici. C'est-à-dire que la productivité des appareils font partie intégrante de la conception d'une cuisine. Alors, merci beaucoup, Marc Grandmougin, d'être avec nous, président de chez Resto France Expert. Oui. Alors, on va bien sûr rentrer dans la structure du restaurant. On a avec nous justement quelqu'un qui représente les architectes et expliquer justement comment vous rentrez dans ce genre de projet. Mais quand même, avant même de commencer à construire, avant même de commencer à rénover, on le voit aujourd'hui avec le nombre d'étoiles Michelin, et c'est pareil pour les 4-5 TOC Goemio. Pour faire court, c'est toujours dans les endroits, ou à quelque chose près, avec un foncier très cher. C'est le cas à Paris, c'est le cas dans le Luberon, on avait Nadia Samu tout à l'heure, c'est le cas à Aix-en-Provence, c'est le cas à Megève, c'est le cas à Deauville. Donc des endroits où le mètre carré vaut cher. Donc j'ai plutôt tendance à aller bourrer du couvert parce que j'ai besoin de faire des sous. Je vais faire une jolie cuisine parce que j'ai envie de travailler, mais les espaces de stockage, les réserves, etc., je peux essayer d'en faire l'économie. C'est une erreur. Alors justement, quand on vient vous appeler, quand on a un bout de restaurant à faire, quels sont les impondérables sur lesquels une erreur peut coûter très cher? Je pense que la plus grande erreur qu'il puisse y avoir, c'est de ne pas avoir écouté son client. C'est-à-dire que tant qu'on ne le connaît pas, on est incapable de lui faire on va lui faire une cuisine, certes, mais qui ne sera pas adaptée à son besoin. Donc après, perte de mètres carrés, accident du travail, non-conformité. Donc la première des choses, c'est de prendre le temps de faire parler le client parce que en fait, il ne sait pas forcément exprimer son besoin. Donc c'est vraiment la première chose, et revenir vers lui en lui disant, voilà, si j'ai bien compris, vous voudriez avoir quelque chose qui ressemble à ça. Et tant qu'il ne dit pas oui, ça ne sert à rien de déballer les études. Et forcément, on va après vers une fausse bonne idée. Je vais présenter le chef qui travaille avec nous, Christophe Chiavola. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors c'est vrai, des cuisines, vous en avez faites, vous en connaissez, on connaît évidemment tout votre talent. Vous êtes gentil. Est-ce que vous avez toujours eu les moyens de travailler correctement? Est-ce que vous avez toujours eu les cuisines dont vous rêviez? Oui. Ouais. Oui, oui. À ce jour, j'ai eu la chance justement de pouvoir construire un peu mon environnement culinaire autour justement de meubles conçus un peu sur mesure, notamment avec Enedis bien sûr.
des cuisines exceptionnelles avec lesquelles on avait travaillé en amont sur un concept à Avignon. Mais j'ai toujours eu cette chance de pouvoir travailler avec un appareillage de haute voltige avec des précisions ultimes. Et ça aide énormément dans la construction aussi bien d'une brigade pour la formation et de la carte forcément qui aide énormément. François Hooper me disait tout à l'heure, c'est un des sujets parmi d'autres, hein, quand on a un four avec une porte escamotable, ben c'est forcément du gain de place et c'est aussi des accidents en moins. Laurent? La porte escamotable permet de réduire les espaces entre le plan de travail et le plan de cuisson. Faut bien penser que... Alors, j'ai un copyright, et ça va faire marrer les gens des novices, j'ai un copyright sur le terme de pied pivot. Mais en fait, le pied pivot, et je parle de restauration, parce qu'en restauration collective, on passe avec des chariots, c'est une autre chose. Mais en restauration traditionnelle, le pied pivot, c'est 85 cm maximum entre un plan de travail et l'autre plan de travail. C'est-à-dire que je me retourne, je peux aller de l'un à l'autre en pivotant sur mon pied. Je dépasse 90 cm, je fais un pas et demi. C'est marrant, hein, votre économie du pas, hein, ça m'a beaucoup marqué tout à l'heure. Ah mais je suis un gros flemmard, je vous l'ai dit. Vous avez raison, moi ça me va bien. Hein. Alors, on va quand même commencer par la base. Et la base, c'est effectivement la réflexion. Un architecte, il est là pour ça. Il a un diplôme. DPLG maintenant, c'est un autre nom, mais ça a dû changer depuis longtemps. Est-ce qu'on construit une maison comme on construit un restaurant? Et est-ce que dans les études d'architecture, celui qui va construire un restaurant a la sensibilité de tout ce qui arrive derrière? Je laisse nous dire un mot. Alors oui, au préalable, le DPLG existe toujours, le DPLG. C'est toujours le même nom, ça n'a pas changé? C'est toujours le même nom, Ah, ce qui veut dire... une plaisanterie chez nous, c'est dépouillé par le gouvernement, mais en fait, c'est diplômé par le gouvernement. Et cette notion de diplômé, c'est à partir du moment où on est inscrit à l'ordre, on peut exercer, et donc on est DPLG. Mais ça, c'est pour la petite histoire. Je dirais que l'intervention, elle se fait de deux manières, et je répondrai à votre question sur la conception. Elle se fait de deux manières. Soit dans un bâtiment neuf, on construit un bâtiment, et à ce moment-là, la réflexion, elle est complètement différente, puisque on travaille avec un bureau d'études, on travaille avec des cuisinistes, et là, on crée une cuisine où on conçoit un espace qui est adapté à un plan qui a été mis au point avec les BE qui nous entourent. Dans le cas de la rénovation ou de la restructuration d'un bâtiment, et vous parliez tout à l'heure des opérations où effectivement le mètre carré coûte cher, là l'important c'est le diagnostic. Et le diagnostic à double niveau. Important effectivement la définition du besoin avec le client, la définition du programme, parce que si un besoin mal défini donne une réalisation mal pensée, mal réalisée et qui court à la catastrophe. Donc la définition du besoin avec le client, le diagnostic important du bâtiment. On implante une cuisine ou un ensemble dans un secteur. Quelle est la volumétrie? Quels sont les réseaux? La question des réseaux est fondamentale parce qu'on n'a pas encore réussi à faire passer de l'eau en Wi-Fi. Ça y arrivera peut-être un jour, mais pour l'instant, il faut des tuyaux pour l'évacuer. Donc l'implantation importante. Mais ce qui veut dire que le diagnostic à double niveau. Diagnostic de pré-étude, mais aussi le diagnostic une fois qu'on a décidé et que l'on démolit. Deuxième diagnostic pour vérifier exactement le volume dans lequel on se positionne. Après, bien sûr, hein, c'est votre métier. Après, il y a les courants Donc, forts, la durée les des courants études. faibles, bref, toutes les études pour que tout ça fonctionne bien. On parlait justement, je vais vous présenter, merci d'être avec nous pour nous expliquer, Monsieur David Laujoie, directeur commercial régional de chez Winterhalter. On disait tout à l'heure, hein, lorsque on prépare une cuisine, lorsque l'on a 40 ou 50 000 euros d'art de la table et on sait combien ça coûte cher parce qu'il y a du travail derrière, à un moment de gérer la cuisine et donc le nettoyage de tout ce qui passe par là, il faut de la place pour installer un tunnel de lavage, pour installer tout ce qu'il faut pour sortir tout ça. J'ai envie de vous dire, c'est d'abord la place et après vous pour voir la machine qui va avec, ou c'est la machine et après on va trouver dans quel endroit on va mettre votre machine? Bonjour à toutes et à tous. En réalité, c'est un travail de concert avec les bureaux d'études auprès de qui on les informe des dernières nouveautés, des équipements qui sont capables de s'implanter dans diverses situations et en fonction des besoins du client. Et de là, on arrive à trouver des solutions de lavage, de résultats, comme on dit, hein, parce que chez Winterhalter, on a une culture avant tout du résultat. C'est ce que le client achète, hein, avant toute chose. Et de ce fait, on arrive à trouver des laveries tout à fait optimales en termes de rendement, d'efficience et de résultats de lavage, tout simplement. J'aimerais quand même revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure sur la sécurité.
Depuis à peu près une trentaine d'années, on équipe les restaurateurs de lave-verres qui permettent d'éviter les essuyages des verres. Et donc, de ce fait, tout ce qui est lié aux accidents du travail professionnel, on peut penser aux coupures, casse de verre, on peut penser aux tendinites. Même l'assurance maladie, la CRAMIF, a mis en place des subventions, fut un temps, pour que les restaurateurs puissent s'équiper d'équipements comme ça. Et donc, forcément, ça veut dire le bureau d'études qui va flécher les besoins, qui fléchera après les espaces, et donc où chacun, vous allez pouvoir trouver votre place, votre juste place. Oui, en fait, c'est vraiment un travail d'équipe. Aucun de nous autour de la table seul serait capable de faire une cuisine performante. Nous, les bureaux d'études, on a besoin des fabricants, des constructeurs qui nous expliquent où ils en sont dans leur conception, leurs avantages, les limitations de risque du travail, comme tu disais. L'architecte qui a le volume. Un volume, alors si c'est du neuf, effectivement, c'est peut-être un peu plus facile, mais en restructuration, le volume, il est là, il y a des contraintes de structure. Et on a donc... Et c'est des postes que moi j'ai découverts en Charleroi sur certains projets qui étaient un peu étonnants. C'est vrai que la cuisine, bon, on voit, enfin, le chef fantasme très vite quand même sur la cuisine qu'il veut, mais il y a quand même un poste dans une cuisine qui coûte beaucoup d'argent. C'est effectivement la filtration, c'est évidemment tout ce qui va permettre à l'air de se recycler. Et alors là, selon où ce qu'on est dans le bâtiment et selon ce qu'on a comme possibilité, on peut avoir de sacrées surprises. Oui, tout à fait. C'est ce que nous, dans notre jargon, on appelle les fluides. Donc il y a l'extraction, mais il y a le froid, il y a les évacuations. Et ça, c'est un vrai travail de professionnel. On ne traite pas une ventilation de cuisine comme une ventilation d'une piscine. C'est vraiment quelque chose de très spécifique. Alors chef, notre chef Christophe Yabola, qu'est-ce que tu fais? Alors on va travailler sur un plat très végétal. Faut parler bien fort parce que comme on a les Grecs qui nous font le truc toutes les heures, on serait bien de parler fort. Alors nous sommes sur un plat très végétal autour du céleri et du gingembre. En fait, je vais travailler un crémeux, des mini céleris, juste comme ça, juste à peine torréfiés dans le beurre, avec citron vert. Et je vais en aparté faire un petit bouillon qu'on va venir casser dessus à base de gingembre. Quelque chose d'assez corsé. D'accord, ok. Eh bien, écoutez, ça a l'air d'être magnifique. Alors, on va revenir donc sur d'abord le travail avec l'architecte quand on fait un restaurant. On a des restaurants de tailles différentes. On a les belles brasseries, belle bistronomie, le restaurant de famille classique. On a aussi la vente à emporter qui fait que, pourquoi pas le restaurant de demain a un poste d'envoi pour de la vente à emporter qui peut être distinct de la cuisine classique. Est-ce qu'aujourd'hui le restaurant du futur est vraiment en train de changer de forme et d'espace? Alors oui, on l'a vu aussi avec la pandémie et où un certain nombre de chefs ont répondu en disant on fait de la vente à emporter, ce qui veut dire aussi une autre réflexion sur l'organisation du restaurant et la capacité à ne pas traverser la salle pour porter un plat à emporter, mais c'est-à-dire de créer une sorte de drive ou un positionnement où la vente à emporter peut se faire. Et je pense que pour un certain nombre de chefs, ce que l'on a vécu pendant 1 an et demi, ils vont le mettre à profit pour développer des compléments d'activité ou des compléments de réponse à leurs clients pour ces nouveaux types d'achats de consommateurs. On l'a dit tout à l'heure, c'est la circulation des espaces qui semble importante. Alors, on parle beaucoup de la cuisine, mais aussi à ceux qui vont apporter, sortir et rentrer l'assiette, c'est-à-dire les gens de service, les escaliers, la circulation qui permet de rentrer jusqu'à la cuisine. Mais parfois, on a des impondérables, Laurent. Parfois, c'est une maison ancienne, c'est une maison de famille. On ne peut pas pousser les murs. Donc là, c'est pas simple. Hein. Et pardon, quelquefois, on a l'architecte des bâtiments de France qui nous dit le fameux architecte de l'ABF. Voilà, l'ABF qui nous fait... J'ai jamais compris si c'était des vrais architectes. Mais bon, ça, vous m'expliquerez. Bien sûr, ce sont des vrais architectes, ils ont une formation très poussée. Oui, oui. Mais on ne sait pas où, mais ils sont incontournables. Alors, Laurent, parfois, il y a la- des maisons qu'on ne peut pas changer. C'est comme Oui, ça. alors la balle, elle est assez facile à reprendre, puisque on avait l'ABAF de... Comment dire? Je vais être très 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 méchant, mais certains avaient l'arrogance de leur ignorance. Quand on a fait le Carré du Palais à Avignon,
On est au pied du Palais des Papes. Des murs de 80 cm, des escaliers de 55 cm de large, des réserves qui peuvent être qu'en bas, mais avec des poutres et qui maintiennent cette maison, qui était l'ancienne Banque de France. Donc, on a utilisé la salle des coffres pour faire une cave à vin qui est magnifique, et en conservant la fameuse porte. Donc, il faut aussi s'adapter au bâtiment. Et puis, surtout, mais Christophe va en parler, ils avaient prévu quelque chose pour faire une brasserie et autres. Et lui, il est prévu pour être chef de cet établissement. Et on s'aperçoit que c'était en dépit du bon sens. Et quand on est arrivé, par exemple, il y a un très bel escalier majestueux, il y avait des très très belles vitres, et ils ont bougé les vitres pour mettre la laverie. Quand Quelle on arrive, tristesse, quelle tristesse. Donc moi je leur ai dit, on va commencer déjà par arriver, et puis voir des cuisiniers cuisiner. Ouais. Et puis et après on va lui passer la parole. Il avait un pâtissier, 2 mètres et à peu près. Voilà. Ah oui, ça c'est sûr que c'est Un aussi pour le Golgoth. personnel. Un On ne va Golgoth. pas mettre n'importe qui sur n'importe Voilà, quoi. Ouais. un vrai Golgoth. Ouais. Et on lui a dit, on va te mettre 85 cm entre chaque plan de travail. Ce pâtissier a dit, je n'ai jamais été aussi heureux de ma vie. Mais bien Parce que sûr. j'en avais marre de Christophe, marcher. dis-nous ça. Ce qui a été exceptionnel, c'est de pouvoir justement s'adapter à cette cuisine et cet environnement où c'était un bordel sans nom. Comment réaliser une cuisine pour faire un certain débit dans un concept aussi mal abouti à la base, parce que ce n'était pas prévu, parce que c'était forcément une banque. Donc ils sont arrivés derrière à essayer de construire et d'organiser cette cuisine. Ça a été un chantier, parce que c'était compliqué. Je sais que Laurent a fait beaucoup de plans, mais il a réussi à sortir en 2 étages une intelligence en fait fonctionnelle. C'est-à-dire que la fabrication, la livraison se faisait en bas, en direct, décartonnage, stockage, chambre froide pour chaque produit, BOF, viande, poisson. On avait Mais du est-ce qu'on négatif. peut quand même trouver, alors désolé de te Non, couper, y a mais pas c'est intéressant ce que tu dis, j'aimerais avoir votre analyse à chacun. On parle de surface commerciale. Un restaurant, allez, on va dire un restaurant sans couvert. Sans couvert, alors je ne vais pas prendre les normes Covid, parce que voilà, mais on peut considérer que, je ne vais pas dire étoilé, mais belle salle, 200 mètres carrés à peu près grosso modo pour son couvert, à quelque chose près. Combien de surface hors client il faut prévoir dans le mieux du possible? Est-ce qu'il y a un ratio qui existe? Est-ce qu'on pourrait considérer que c'est au moins la taille de la salle, c'est 2 fois la salle? Si on est dans un endroit exigu, restaurant d'altitude, restaurant de bord de plage, où parfois il y a des problématiques de température, de chaleur, d'approvisionnement, est-ce qu'il faut prévoir plus large? Comment on fait ça? Parce que la France, moi si je reprends encore une fois le Michelin, j'ai quoi? J'ai des restaurants de ville qui ont leur qualité, leurs défauts. J'ai aussi des restaurants d'altitude qui ont des contraintes d'exploitation qu'on connaît, et beaucoup d'établissements au Michelin, au Goemio, qui sont en bord de plage. Et tu le sais, parce que tu passes ton temps entre la Turquie et chez nous, où effectivement le sel, la mer, ça pose des problèmes. Est-ce qu'il faut à ce moment-là surdimensionner tout ça? Non, il ne faut pas surdimensionner. Surdimensionner, ce sont des heures de nettoyage derrière. C'est de la fatigue de déplacement. Il ne faut pas faire ça. Par contre, il n'y a pas de règle, il n'y a pas de ratio. Tout va dépendre de l'organisation et des process. Est-ce qu'il y a une légumerie? Est-ce qu'il n'y a pas de légumerie? Est-ce qu'on va cuire le pain ou pas? Et c'est vraiment une fois qu'on a checké tout ça avec le chef qu'on peut déterminer les surfaces. Ça commence à sentir bon, chef, c'est quoi? Ça reste toujours la même chose que tout à l'heure, seulement maintenant on commence un Mais peu les gens qui colorer. arrivent. Ah, pardon. C'est pour ça que je me change. On est toujours sur le céleri. Donc c'est des boutons de céleri je fais juste caraméliser un peu avec du beurre, tout simplement, autour donc du végétal. Et on mettra une petite pointe de truffe parce que le céleri, ça va très bien avec, alors pas de la truffe, mais un produit que j'affectionne et que vous allez goûter, qui va relever un peu le processus. Et on vient y ajouter un condiment liquide qui est un peu un bouillon corsé au gingembre. Deuxième partie, on a parlé donc de l'adaptation à des maisons anciennes. Maintenant, j'aimerais que l'on parle de l'adaptation aux nouvelles normes environnementales. Ouais. La nouvelle RE 2020 est en application à partir du 1er janvier. Et après, on va Ça va pas être l'assaisonner, simple. voir ce que ça On donne. sait qu'aujourd'hui, on est mettre sur une une évolution
du prix de l'énergie qui est beurre. exponentiel. Hein, C'est le la prix vie. du kilowattheure actuellement en Espagne a pris 50% en l'espace d'un mois. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui dans vos différentes machines, est-ce que vous pouvez demain nettoyer, cuire, préparer d'une façon plus éco-responsable? Est-ce qu'il y a des choses que l'on peut prévoir, pareil dans l'aération de tout ça, et qui permettent bien d'avoir des restaurants moins énergivores? Oui, pour notre part, c'est déjà le cas depuis un bon moment, hein, puisqu'on a des systèmes de récupération de calories. Comme vous le savez, les machines à laver génèrent de la buée, de la chaleur, des températures relativement importantes. Plutôt que de laisser ces calories s'échapper et les aspirer à travers des systèmes d'extraction qui sont indispensables aujourd'hui, en réalité, ces calories, on va la réutiliser pour remonter en température l'eau froide qui alimente cette même machine. Voilà, en fait, on est comme dans un circuit fermé, en fait, constant, qui permet au final de faire des économies d'énergie considérables, tout en gardant, bien évidemment, toujours un résultat de lavage optimal pour le client. Alors, Laurent, c'est vrai que ces nouvelles règles elles sont d'application quasi immédiate. Hein, c'est au mois de janvier. On dit déjà que le coût à la construction, je laisserai la parole à Michel en quelques instants, mais selon les calculs des fameux calculateurs de ministère sont en train de tourner, mais quand même, j'ai quelques chiffrages qui nous disent qu'à coût constant, le même bâtiment va coûter au mois de janvier entre 17 et 20% plus cher. C'est en tout cas les premiers chiffres que je commence à voir. Je ne parle pas des restaurants d'altitude qui vont être surcalculés. Et en plus, dans un contexte très complexe d'augmentation des prix des matériaux, sur le cuivre, sur le bois, sur les conducteurs électriques, bref, tout ce qu'on voit dans la presse. Ce qui veut dire que construire un restaurant demain va coûter une fortune. Si c'est une fortune, moi je veux bien, mais la cuisine, qui est le cœur de tout ça, ben, j'aurais peut-être pas forcément les moyens de m'offrir la cuisine que je voulais. Et une cuisine, on ne l'achète pas pour 2 ans. Laurent? Alors, ce qui est important, c'est d'être malin. On va subir toutes ces nouvelles normes. Quand je dis être malin, c'est justement ne pas acheter du matériel, mais mieux acheter. Par exemple, une induction, comme on a là devant nous, c'est 4 fois le prix d'une plaque électrique normale. Le rendement efficace d'une plaque électrique normale, c'est pour les très bonnes, 45%. 45% pour chauffer la casserole et 55% pour chauffer la pièce. Ici, on est à 99% d'efficacité. C'est-à-dire que 99% de la chaleur produite va dans ce qu'on a produit, au cul de la casserole, et le reste ne va pas dans d'autres univers. Donc vous avez vu qu'on a très peu de vapeur, et ça engendre quoi? Et ça, c'est directement pour les bureaux d'études et les architectes, c'est que c'est moins de mètres cubeurs à extraire, c'est moins d'air vicié dans la cuisine, donc moins de pollution, de micro-particules de graisse dans la cuisine, etc. Je prends l'exemple du Radisson de Marseille. Ils étaient tout au gaz, la ventilation... J'ai pas entendu, tu m'as dit? Le Radisson de Marseille. Ah, le Radisson, l'hôtel Radisson, bien sûr. Donc 200 couverts, du banqueting, etc. La ventilation ne marchait pas bien. Ils étaient tout au gaz. On change le fourneau, mais toute induction. Ça leur a coûté 30 000 euros de plus. Okay. Donc c'est des sous. Comme par hasard, la ventilation s'est mise à marcher, mais surtout, le bilan énergétique, au bout d'1 an, on a attendu 1 an avant de refaire tous les Radisson en induction. Le gars, il était à 22 000 euros de gaz par an pour sa cuisine. Oui, mais alors attends. On est passé à 8... Attends, je finis. Attends. Je finis. 8 000 euros électriques au bout d'1 an à couvert constant. C'est 15 000 euros que tu mets au compte de résultat. Alors moi je l'entends, mais quand même, à notre architecte Michel, les vieux restaurants, les anciens restaurants, tu le sais avec le chef avec qui tu as travaillé, le fameux pail dans lequel on mettait effectivement la cuisine, par distribution, la chaleur remontait dans l'ensemble du bâtiment et le fourneau qui était au gaz, alors quelle que soit l'énergie, permettait de chauffer toute la maison. Et finalement, c'était assez bien pensé parce que le fourneau qu'on ouvrait le matin était l'instrument premier de chauffage. Oui, mais en plus, il permettait de chauffer, mais en même temps, il y avait l'odeur dans tout le reste du bâtiment. Ça, oui. Donc il y avait les deux. Alors aujourd'hui, la RE2020, effectivement, c'est un sacré enjeu pour la construction. Alors déjà, dès la conception, on commence à travailler sur des matériaux géolocalisés, biosourcés, pour effectivement limiter l'impact carbone. Donc ça, c'est déjà le premier point. Et puis ensuite, effectivement, le coût de la construction entre 15 et 17%. Nous, c'est ce qu'on voit à peu près sur les dossiers aujourd'hui. Oui, mais alors moi, je veux bien, mais alors j'ai encore mon architecte et c'est très bien, vous êtes tous les deux à côté. Nous, on nous vend aujourd'hui l'isolation par l'extérieur. On nous fait des maisons de plus en plus isolées. Vous produisez de la vapeur.
Donc, je vais devoir rajouter de l'extraction parce que sinon, comme j'ai isolé par l'extérieur, comment je vais gérer ça? Non, parce qu'à ce moment-là, on peut travailler sur des doubles flux, des ventilations double flux, on récupère les Obligatoire, c'est ce calories. qui permet de faire ça. Ça fait partie de l'air Mais tous aussi, sont mais on pas en récupère double flux, ça effectivement coûte des cher, calories. le double flux. Non, enfin, Non je vais laisser. Non, À vous. je pense qu'il y a beaucoup de choses qui existent déjà. À chaque fois qu'il y a des normes qui arrivent, on s'inquiète. Mais il y a très longtemps que les architectes ont réfléchi dans la manière d'orienter leurs ouvertures par rapport à l'ensoleillement. Les fabricants de machines traitent leurs propres vapeurs dans leurs machines. Il y a plein de choses qui existent déjà. Et je suis pas Excusez-moi, convaincu. mais là, vous brossez un peu le restaurant idéal. Tout à l'heure, on avait Nadia qui était là, d'autres chefs qui sont là. La majorité nous disent, alors je ne dis pas les restaurants récents, mais voilà, la fille de l'Oiseau nous disait, moi je travaille dans 60 à 50 degrés, j'ai les jambes qui gonflent, il fait chaud, la cuisine n'est pas... Voilà, c'est quand même ça le quotidien. Ça va changer, je suis bien d'accord. Mais c'est quand même ça qu'on nous dit, Laurent, ça ne peut pas l'enlever ça. Alors, ça change déjà. Il y a un truc très terrible avec le gaz. Quand on a mis l'induction, les chefs disent « Oh non, mais moi je veux la flamme. Moi j'ai appris, je veux voir la flamme. » J'y vais d'accord. Et quand tu as un rondeau de 60 cm sur ta flamme, tu la vois? Ah ben non. Mais par contre, la flamme, chaque pointe de flamme vous fait un point de carbonisation sur la casserole. Ça n'existe pas sur l'induction. Et puis, je vais prendre l'exemple de Georges Blanc. Il mettait son gros jour, c'est le dimanche après-midi. Eh ben, il avait 8 cuisiniers à nettoyer le fourneau avec le dessus fonte à gaz, etc. pendant 1h30. Aujourd'hui, avec Rien son que fourneau, pour ça. 4 personnes, 20 minutes. Il y en a marre de cuisiner, de payer aujourd'hui des cuisiniers à nettoyer le matériel. Donc le matériel est de plus en plus facile à nettoyer. On a l'exemple ici. Il est de moins en moins énergivore. Il émet de moins en moins de vapeur. Alors peut-être qu'il faut de temps en temps un radiateur. Pourquoi pas? C'est pas le problème. Parce que quand on utilisait justement la chaleur du fourneau, c'est parce qu'il y avait une telle déperdition de chaleur du fourneau que ce n'était pas pour le cul de la casserole. Donc on ne fait que de la cuisine. Mais donnez-nous les moyens de le faire bien. Alors justement, on a parlé donc d'énergie, des machines moins énergivores, des machines qui permettent aussi eh bien, de permettre un travail plus facile de la part de l'ensemble des salariés. On le voit, notre gaillard, notre chef, il est plutôt costaud. Christophe, les gens ont grandi, Oui. les hauteurs de plan de travail augmentent. Raconte-nous comment tu as vu l'évolution de je ne sais pas si ça s'appelle encore l'ergonomie, c'est ça, mais raconte-nous. Bah, oui, c'est important parce que comme disait très bien Laurent, c'est très compliqué maintenant. Enfin, avant, c'était très compliqué. Tout était bas, c'était du gaz, il faisait chaud. On était dans des cuisines étouffantes. Donc on a réussi maintenant à rehausser et à s'adapter. C'est-à-dire que moi, mon piano me convient très bien à la hauteur. Voilà. On est à un très très bon niveau. Je ne me baisse pas, je ne me tords pas. Ce qui n'était pas le cas avant. C'est pareil pour le lavage? Oui, tout à fait. On parle des TMS, hein, c'est quelque chose qui est un mot, les troubles musculo-squelettiques. C'est pas ça. Dans la laverie, on a aussi des solutions, hein, bien sûr. On peut parler du boulanger-pâtissier aussi, qui a un travail très dur, il travaille très tôt le matin, il porte des charges très importantes hein, liées à la farine, etc. On a des machines qui permettent de ne plus avoir à extraire le panier en inox. Dans ces machines, on Parce est paniers qu'une en inox. fois, une fois, on ne le fera pas, mais quand on répète le même geste de nombreuses fois, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué pour les épaules, le dos. Voilà, c'est toujours des situations très inconfortables. Et sur les machines pour laver les ustensiles, donc pour les boulangers-pâtissiers, comme je le disais, on a des systèmes qui nous permettent de laisser ce même panier à l'intérieur de la machine, tout en le basculant au fond, en rabattant une porte. L'utilisateur peut être vraiment devant la machine et peut intervenir sur cette machine pour la nettoyer de manière très simple, sans rien avoir à porter. Sur les machines à capot, hein, c'est ce qu'on trouve en général dans les cuisines pour laver la vaisselle. On va retrouver le verre derrière le comptoir pour laver les verres et puis en cuisine la vaisselle. On a des systèmes d'automatisation aussi sur l'ouverture et la fermeture du capot. Parce qu'évidemment, une fois, ça va. Mais 50 fois sur un même service qui va durer 1h30, voire 2 heures, plus dans un milieu quand même qui est relativement
la laverie, c'est un petit peu ingrat, hein, clairement. Clairement, bien sûr. Voilà. On est enfermé dans un endroit quand même qui est un petit peu humide. Voilà. Il faut essayer d'améliorer le mieux possible les conditions de travail des utilisateurs. Évidemment. Alors, chef, on en est où dans notre plat? Eh bien, écoutez, je vais commencer à faire mon petit montage. J'ai un peu de manipulation parce que j'ai pas mal de petites herbes à mettre dessus. Et puis, on devrait être pas mal d'ici 5 petites minutes. Très bien. On rappelle le nom de la recette? Et j'ai pas mal au dos. C'est donc... non, j'ai pas mal au dos. J'ai une bonne nouvelle. Travail autour, donc c'est autour du céleri, gingembre et truffes. Céleri, Végétal. Hein. gingembre, voilà, une cuisine en tout cas 100% végétale. Alors, on a parlé de l'adaptation de la cuisine donc à parfois des maisons qui sont comme elles sont. On a parlé de l'évolution, bien sûr, des normes RSE. Mais moi, maintenant, j'aimerais que l'on parle du E. C'est-à-dire que la responsabilité sociétale et environnementale aussi des chefs. La cuisine doit être vivable. La cuisine, et c'est pas parce que je suis membre d'Auguste Escoffier, être disciple d'Auguste Escoffier, c'est aussi un moment d'imaginer la cuisine. Vous tous, vous aimeriez travailler. On y est, on est sur le chemin, c'est encore un vœu pieux. Voilà, cette cuisine idéale, elle sera quand réellement en place? Alors là, personne ne prend la parole. Disons que la cuisine, les conceptions, ça s'appuie sur des bases connues, ancestrales. Mais ça n'empêche pas qu'au quotidien, on réfléchit dans les bureaux d'études, chez les constructeurs aussi, à identifier les points d'amélioration. Là, tout récemment, nous démarrons un groupe de travail avec la CRAMIF. On va identifier 10 accidents, 10 risques les plus fréquents. Et on va voir ensemble, bureau d'études, fabricants, comment on peut apporter des améliorations pour qu'il y ait de moins en moins de pénibilité. Mais c'est un vrai questionnement. Hein. C'est un sujet qui est en permanence en travail. Laurent, on le voit bien, la difficulté de trouver du personnel. Les gens qui disent je ne veux plus de couper. Vas-y, chef, bien sûr. Je veux plus de couper. Voilà, il y a les planifications horaires. On doit adapter notre cuisine à cette demande. Parce que maintenant, il y a une demande beaucoup plus exigeante. Les cuisiniers arrivent, ils ont 10 heures de travail, parce qu'on ne dise pas qu'ils en fassent que 7, hein, ils en font 10. Il faut qu'ils demandent à avoir un outil de travail adéquat. 10 heures de travail dans une cuisine où le plan de travail est trop bas, c'est petit, ils se font mal, il faut aller courir chercher dehors. Tout ça, c'est plus possible de nos jours. On tue nos équipes, on les tue, et ça les épuise et ça les écœure un peu du métier. Donc maintenant, voilà, il faut qu'on ait un outil qui soit peut-être dans une petite cuisine toute petite, mais si elle est super bien agencée, le cuisinier sera super heureux. Oui, c'est recentrer sur l'essentiel, comme le dit chef, voilà, le travail, le goût aussi, hein, je crois. Eh oui, on est là pour ça quand même. Hein. Alors, mon cher Laurent, l'évolution de la cuisine aujourd'hui, c'est aussi l'évolution de l'économat. On a d'ailleurs un atelier ici avec l'Institut Paul Bocuse dans quelques jours. Et cet économat est absolument essentiel, car mieux acheter, c'est aussi mieux vendre. Et mieux acheter, c'est aussi éviter de gaspiller. Et dans la question de mieux acheter demain, c'est aussi peut-être recommencer à faire un peu de stock, ce que les chefs ne faisaient plus. Alors, on a de la chance, hein, on a des très gros circuits de distribution qui marchent très bien. J'en cite 3, comme ça je me mets à dos personne, Cisco, Pomona et Métro, et qui permettent donc justement d'avoir du produit presque à la demande. J'appelle, j'ai ce que je veux, mais quand même, on l'a vu avec Nadia tout à l'heure, si on a un peu de quoi voir venir, si on peut acheter certains produits qui coûtent cher et les stocker un peu plus, peut-être aussi parier sur des produits qui manqueraient demain que j'ai maintenant. Ça veut dire aussi retrouver des cuisines de taille différente parce qu'il va falloir organiser différemment les coins d'épicerie. Et ça, est-ce que tu penses que demain, on peut être amené à avoir un peu plus d'autonomie dans la cuisine? Alors, l'autonomie dans la cuisine, c'est, je dirais, il y a 2 choses qui sont importantes. Les produits frais, on est sur du locavore, on est sur tous ces éléments-là. Ça veut dire que, en fait, historiquement, les gens partaient de la cuisine, du fourneau, de la préparation froide. Il me reste un peu de place, je mets la laverie, et dans ce qui me reste, je fais mes réserves, si j'ai de la place. La loi, elle est simple.
il y a une température différente pour la viande, une température différente pour le poisson, et on ne les mélange pas. Et c'est pareil pour les beurres fromage, et c'est pareil pour la viande et le surgelé. Et puis c'est complètement stupide d'ouvrir une chambre froide surgelée sur de l'air ambiant à 25 degrés l'été sur la plage, quand on a 25 et qu'on a du bol. Donc ça veut dire quoi? C'est que quand on conçoit une cuisine, et on part du début, c'est-à-dire je prends mon produit, je le stocke, je le prépare, je le nettoie, je le prépare, je vais le servir, je débarrasse et mes déchets s'en vont. Question sur les déchets. De plus en plus, on travaille aussi sur tous ces déchets. On travaille sur le locavore. Beaucoup de gens, et il n'y a pas de critique dans ce que je dis, ah, j'ai fait une recette, retour de mon voyage au Chili, retour de mes sensations au Vietnam. Mais bon Dieu, fais tes sensations du marché qui est à 20 mètres de chez toi. Prends un bon panier avec des trucs. Et là, on devient vachement intéressant. Et là, on va pouvoir travailler. Et la technique aussi. J'ai des beaux produits, que ce soit le sous-vide, qui aura un problème tôt ou tard avec l'utilisation du plastique, que ce soit les bocaux. Et pourtant, on a fait un atelier ici Voilà. avec ce Paul Bocuse sur le fait que le sous-vide était un bon moyen de moins jeter. C'est quand même des équipements qui valent quand même relativement cher, mais qui permettent quand même de préparer des choses, d'avoir plus de souplesse en cuisine. Il faut réfléchir compte de résultats. Donc, souvent, on sait bien acheter le matériel, les matières premières, etc. Et qu'est-ce qui coûte très très cher? Malheureusement, et je dis bien malheureusement, c'est le personnel. Donc, une fois qu'on a défini les postes, on sait faire un compte de résultats. Et on peut économiser. On reprend l'exemple de tout à l'heure des mètres carrés économisés. Lorsqu'on a repris en main le carré du palais, on a économisé 40 mètres carrés qui étaient dans la cuisine avant. On a fait une grande Donc table 40 d'hôte mètres carrés pour faire autre chose. pour faire un centre de profit. Alors, on va donner un tout petit peu la parole à notre chef. Tu en es où? Eh bien, je suis en train de faire mon petit montage. Et on va vous faire goûter. On rappelle la recette. Alors, la recette était autour du céleri. C'est une recette végétale. Céleri, truffe et gingembre. Le gingembre se trouvera dans le bouillon qui est juste à côté, qui va venir juste faire un condiment presque invisible, mais qui va permettre de pepser un peu le céleri. Et pour ça, tu as utilisé combien de casseroles? Tu vas laver combien d'éléments? Parce que voilà, c'est vrai que quand on ne sait pas cuisiner, on utilise des tas de produits. Et quand normalement on est monté et tu es un grand chef, on apprend aussi un peu à rationaliser. Parce qu'on a peut-être des chefs et des restaurateurs ou des gens qui travaillent dans la restauration. Lorsque effectivement on n'a pas les produits ou lorsqu'il manque des produits, c'est un peu la cata parce que justement on ne sait pas cuisiner de manière rationnelle. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pareil sur le lavage, que ce qu'on voit parfois selon les équipes. Moi, j'arrive un peu à voir selon les restaurants comment je passe. On va dire au pétard. Vu le chenille, c'est un nom savoyard, mais voilà. Vu effectivement le chenille de l'arrière de la cuisine, je ne suis pas très étonné de voir ce que j'ai de l'autre côté. Ah bah, ça demande beaucoup d'efforts, hein, le lavage. Enfin, avant le lavage, il faut voir ce qu'il y a dans l'assiette. Hein. Et là, ce que je vois, c'est magnifique. Hein. Ça donne très, très, très envie. Hein. Ça vous donne très envie. Ah, ouais. Vous êtes gourmand, j'ai l'impression, David, hein? Ben, en fait, je suis autodidacte hein, Ouais, bien sûr. dans le monde du commercial et de la laverie, bien sûr. Mais auparavant, je faisais le métier de chef présent. Ah, c'est pour ça. C'est pour ça que vous Voilà, me parler c'est de pour ça. cuisine depuis tout à l'heure. Ça, je comprends Exactement. mieux. Michel, est-ce que alors, des signatures d'architectes pour des restaurants, il y en a. Beaucoup pour des hôtels, bien évidemment, des grands noms qu'on connaît tous et qui ont signé de très beaux endroits. Parfois, les décorateurs qui se mêlent du sujet et qui parfois prennent le rôle des architectes, qui posent quand même 2 ou 3 questions, notamment sur l'aménagement de tout ça. Est-ce qu'on peut vraiment aujourd'hui imaginer que le restaurant du futur, les jeunes architectes n'ont pas du tout les mêmes visions que ceux de l'époque? Est-ce qu'il sera très différent du restaurant d'aujourd'hui? Et s'il sera différent, pourquoi? D'une certaine manière, il y a toujours une certaine de continuité, puisque dans un restaurant, jusqu'à présent, on se mettra quand même toujours autour d'une table. Donc, Oui, il y mais aura quand même, toujours- le Covid est passé par là. Moi, je ne sais pas. Alors, on a plusieurs restaurateurs et vous aimez les restaurations. Moi, je trouve quand même que le Covid nous a fait, par exemple, passer la table à 6. C'est quand même plutôt pas mal. On profite C'est plus des pratique. grandes tables à 20 où on ne sait plus qui est là-bas, qui est là-bas. Alors qu'une table à 6, je trouve qu'on partage un peu plus. C'est moins compliqué pour les bons. On peut. Je sais pas, chef, tu en penses quoi? Oui, La table à 20, c'est l'enfer. Et on se fait plaisir sur une table de 6. Il y a moins de stress. Parce qu'envoyer 20 d'un coup, c'est quand même Il n'est assez pas là, compliqué. d'accord, Laurent. La table à 6, Il tu aimes n'est ou jamais pas? d'accord. J'ai dit tout simplement une table à vin, c'est bien, mais si le vin est bon, c'est mieux.
C'est tout. Ah oui, T'as raison, voilà. table de vin. Mais parce que c'est vrai que voilà, quand tout d'un coup il faut débarrasser 20 assiettes, et on le voit dans les restaurants de haut niveau, étoilé au Tokyo, bah, ça veut dire un menu en 7 services d'un restaurant étoilé 20 couverts, ça veut dire au minimum 140 assiettes. Plus toute la verrerie, plus tous les couverts. Donc si on n'est pas organisé, ça va être une catastrophe. Je dis ça parce que je ne sais pas, est-ce que c'est pas aussi le moment, Covid sortant, de rediscipliner un peu aussi les clients. Moi, je vois bien, vous voulez changer les choses, vous voulez changer les cuisines, changer les restaurants, mais quand même, Oui, les clients- On a la fâcheuse habitude de s'adapter à la clientèle. eh ben, est-ce qu'il ne faut pas essayer de redire aux Mais clients, on va peut-être changer. Oui, oui. Moi, j'adore manger à 18h30 quand je vais manger dans le nord de l'Europe et finalement manger tôt. On a un organoleptique qui est bien meilleur, on goûte beaucoup mieux, et un premier service à 18h30, un deuxième à 21h. Pour ceux qui arrivent en bout de course et qui nettoient tout à 23h30 minuit, bah, les gars, ils vont respirer et ils ont une seconde vie. Alors que si on prend des bons à 23h30, eh ben, forcément, ceux qui passent à la plonge, c'est l'enfer, Laurent. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il y a un vrai problème de personnel. C'est-à-dire les charges et autres. Moi, je ne supporte. En plus, Je vais vous faire goûter. Voilà, vivant à l'étranger aujourd'hui, où on peut manger 24 heures sur 24, je veux une côte de bœuf à 4 heures de l'après-midi, je l'ai, n'importe où, avec le sourire, avec tout. C'est-à-dire qu'effectivement, à la Mais restauration... c'est la Turquie, c'est un pays Oui. tellement formidable. Non, mais je ne l'avais pas dit exprès, mais ce qui est insupportable, c'est d'aller dans un restaurant, et puis à 2 heures, ah, je suis désolé, on a fini le service. Ouais, mais accueillez-moi. Ne me donnez pas toute la carte, mais faites-moi quelque chose. Je suis là. Et si vous avez un gastro à côté, c'est le bistrot d'un gastro, eh ben, vous m'avez bien reçu, même si je suis arrivé à 2 heures. Eh ben, 2-3 jours après ou une proposer une semaine après, offre, je vais mais dans le peut-être gastro. pas toute l'offre, mais proposer quand même une offre. Oui. Proposer, ne pas refuser un client. Aujourd'hui, un client, c'est tellement mais c'est rare. pas le sens de C'est l'histoire, tellement Laurent. précieux. Mais c'est pas le sens de l'histoire. On dit dans tous les. J'étais tout à l'heure avec nos amis de l'hôtellerie, des papiers sortent, et il y a peut-être parmi vous des restaurateurs, des gens qui disent que peut-être que l'avenir demain, c'est de discipliner les clients et accepter un moment que. Johan Comte, que tu connais bien, moi je ne prends plus de bons à partir de 21h parce que je ne veux pas qu'à minuit, ceux qui vont faire la plonge soient encore à la plonge. Oui, puis je vais me répéter, mais je parlais de l'essuyage des verres tout à l'heure. Aujourd'hui, passer du temps pendant le service, passer du temps à la fin du service, un samedi soir, avec tout un tas de verres à laver et surtout à essuyer, ça n'a plus de sens. Ça ne rapporte absolument rien. Ça coûte beaucoup d'argent. Et vaut mieux laisser dégager ce temps à accueillir, Oui, à dire aux proposer. clients, le verser remercier le- d'être le venu. Bien bouillon sûr, dessus. bien On va sûr. vous, Moi, on je va vais vous faire à la apporter les cuillère. Non, assiettes. mais Si on peut avoir chef des cuillères, comme ça on fait goûter à nos amis qui sont là. Ce qu'il faudrait plus de cuillères, parce qu'on va leur faire goûter au public. Nous, on a la chance de bien manger, d'en profiter. Vous, dans l'aménagement du restaurant, vous qui faites le tour à aller voir l'expertise des restaurants, qu'est-ce qu'on ne devrait plus faire demain qu'on faisait hier? Savez-vous, à nos invités? Alors, qu'est-ce qu'on ne devrait plus faire? Je ne saurais pas répondre parce que, par contre, ce que je sais, c'est que les repas qui sont fabriqués dans une cuisine de restaurant vont pas être forcément tous consommés dans le restaurant. Je pense que... Ça, vous pensez, ça? Ah oui. Vous pensez que le take-away, effectivement, Oui. bon, c'est Ouais. une des Ouais. thématiques du Oui. Bocuse d'Or, avec le fameux plateau qui sera donc dans les box que les gens vont pouvoir manger. Ça, pour vous, ça va rester, ça? Moi, je pense que oui. Donc ça veut dire que le restaurant de demain devra avoir un endroit de chargement ou un drive and Oui. collect ou un point où le client ne rentrera pas dans la salle, passera peut-être à l'arrière de la cuisine pour acheter ou donner le plat à la personne derrière. Tout à fait. C'est Oh c'est là ce là. que- c'est ce que l'on trouve de toute façon. C'est aujourd'hui effectivement Oh là travailler là. sur de travailler sur un plan libre pour avoir effectivement une certaine Ouais. résilience du restaurant, pour dire on peut le réaménager facilement. Mais y on compris les multiplie les cuisines. usages. Et puis aussi parce que Chef, voilà, ils les ont modes de faim. consommation changent. Et cette notion C'est de qu'à ce qu'on disait tout à l'heure de marche en avant, de circuit court, C'est qu'à fin. et du coup d'économie de personnel est importante. On a tous le même problème, c'est effectivement le coût du personnel qui nous coûte le plus cher dans nos métiers, que ce soit dans le Ouais. métier de l'architecture ou dans la restauration. Le coût des logiciels et des machines coûte plus cher. Oui, forcément. Alors voilà, donc chef, maintenant je crois que vous allez pouvoir annoncer votre plat qui est quasiment terminé. Qui veut goûter le plat? Levez la main. On va vous faire goûter. Eh oui, vous êtes sympathique, donc on va vous faire goûter. Alors, chef, on l'annonce. On l'annonce ouvertement. Oui. C'est donc un plat végétal autour du céleri, de la truffe et du gingembre.
Oui, mais il n'y a pas que ça. Les boules noires, c'est quoi? La truffe, c'est Ouais. des sphérifications de jus de truffe noire. Waouh! Ça a l'air pas mal. Alors, donnez-leur. Voilà, on va vous mettre devant avec des cuillères, comme ça, vous allez goûter. Vous avez tous passé le pass Covid, donc vous êtes tous vaccinés. Normalement. Ce qui veut À dire part que le vous allez monsieur, je pouvoir crois qu'il est goûter. pas Vous allez pouvoir goûter sur les mêmes assiettes. Donnez-leur les cuillères, comme ça, ils vont pouvoir goûter. Les cuillères, bien sûr. Hein? Oh non, on est gentil, on donne au public, Ils ont pas le droit. on est d'accord. Allez, bon, allez, on partage. Et regarde, ils ont Oh, les je lève petites les mains. cuillères, ils ont écouté tout. Alors, ce qu'on fait, vous goûtez, mais vous allez vous informer après aux formations de l'Institut Paul Bocuse. Oui. Non, mais ils ont été sympas, ils ont suivi toute la conférence. Allez, nous on est d'accord, donc on les fait goûter. C'est promis, je m'occupe de laver les assiettes. Voilà, C'est ben, tu trop laves les mal. assiettes. Le chef Laurent va refaire la même chose. Merci en tout cas à vous tous, Laurent Capdeville, donc créateur de LSLC Conseil, c'est pas de chez LSLC Conseil. Marc Grandmougin, président de chez Resto France Expert. Merci donc à David Lojoie, on l'a vu, qui connaît bien la cuisine. On aurait pu le mettre au fourneau d'ailleurs. Directeur commercial régional Île-de-France chez Winterhalter. Merci Michel Woolkoff, qui est donc président du syndicat des architectes de France. Et on a vu à quel point l'architecture va évoluer dans le restaurant invité de demain. Merci à Christophe Chiavola, donc, qui est chef, et merci beaucoup de nous Avec avoir grand apporté plaisir. ces très beaux plats.